Bonjour, je suis vraiment très heureux de participer à cet atelier All for Content, atelier Sitecore et Valtech, donc qui va finalement nous emmener aux confins des contenus et des problématiques liées au contenu durant les 30 prochaines minutes au pro. Donc nous pouvons démarrer sur notre présentation. Donc, vous le savez, nous avons aujourd'hui un sujet qui nous occupe tous, qui est absolument brûlant autour des contenus, et nous allons essayer de répondre en 5 étapes à cette fameuse crise des contenus. J'introduis donc Pascal Malotti, je suis directeur du business développement et de la stratégie chez Valtech, et j'introduis Laurent Bouteiller, qui est Territory Sales Manager et qui va co-animer cette session Sitecore Valtech à mes côtés. Bonjour à tous, enchanté, merci Pascal. Eh bien, merci à All for Content de nous recevoir sur cet atelier. Je suis donc Laurent Bouteiller, responsable commercial chez Sitecore et ravi de vous présenter un peu notre vision autour du contenu. C'est parti. Alors, on a d'abord une proposition de valeur qui est commune à Valtech Sitecore. On travaille depuis plusieurs années sur différents projets. On voulait aussi introduire un petit peu par rapport à tout ce qui se passe et évidemment les besoins qui sont des besoins urgents liés à la crise sanitaire qui, pour la plupart du temps, a obligé en fait les marques à accélérer, on va dire, à la fois leur transformation digitale, mais aussi à accélérer, on va dire, la façon d'adresser les problématiques de contenu sur les différents canaux, puisque dans certains cas, Laurent, on le sait, certaines marques se sont vues privées carrément de leur réseau de distribution physique, par exemple. Bah oui, et du coup, le digital s'est renforcé pour la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, le contenu, eh ben, c'est ce qui va vous permettre de vous distinguer de vos compétiteurs. C'est ce qui va vous permettre de mieux cibler vos clients. C'est ce qui va vous permettre, vous soyez dans du B2B ou du B2C, de communiquer tout simplement. Et cette communication, elle est importante. Alors, on dit même souvent que le contenu est roi. Je pense qu'on n'explique pas d'ailleurs toujours pourquoi le contenu est roi, tout simplement parce que le contenu, finalement, c'est le lien émotionnel entre la marque et ses utilisateurs, ses clients, ses prospects, ses consommateurs. Et donc, c'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, les géants de la technologie se battent comme des chiffonniers sur le sujet des plateformes de streaming et investissent des milliards de dollars pour des contenus. Ils ont compris que le lien émotionnel entre leur offre de service et leur plateforme, c'était justement le contenu. Et le contenu roi, ça vient de Bill Gates, 1992 quand même, et c'est toujours d'actualité. Et pourquoi le contenu est roi? Parce qu'aujourd'hui, le contenu, il est souvent créé pour les canaux que vous souhaitez adresser. Et notre objectif ici, c'est un peu de vous sortir de ce carcan pour désiloter la manière de créer le contenu. Si en plus on se dit que maintenant, alors chez Valtech, on a l'habitude de dire qu'on n'a plus 46 bureaux, mais plus de 3000 bureaux, c'est-à-dire que chaque salarié a son propre bureau décentralisé. Ça veut dire en plus que, puisque nous travaillons pour la plupart dans des lieux éloignés de nos locaux habituels, on a l'obligation d'avoir aussi des outils qui nous aident à structurer cette organisation. Les plateformes sont absolument fondamentales pour structurer toute cette logistique autour des contenus dont on parlera après. Et dans les contenus, bah, évidemment, il y a de plus en plus de nouveaux contenus. Donc, ça peut être des images, des vidéos qui sont très engageantes. Ça peut être du 3D, de la 3D. Ça peut être des contenus in-store. Et donc, tous ces canaux sont difficiles à manager centralement. Et c'est en ça qu'avec Pascal, donc, on réfléchissait à comment aider les marques justement pour leur donner quelques tips and tricks pour faciliter justement cette gestion de contenu et vous amener à résoudre la crise du contenu que nous, on identifie. Alors, si on poursuit maintenant un peu notre échange et ce partage de visions communs, très clairement, donc, il y a en plus une proposition de valeur, comme on le disait, un partenariat. Donc, sur pardonnez-moi.
Sur cet échange, bien évidemment, donc on va bien évidemment parler de la crise du contenu. Laurent, je te laisse un peu, on va dire, faire un focus sur cette crise du contenu qui, bien évidemment, remonte très souvent dans les discussions que l'on peut avoir avec nos clients et qui est au cœur souvent des problématiques de transformation digitale. Ouais, donc en fait, le contenu aujourd'hui, il est souvent perçu comme un petit peu en dernière phase lorsqu'on construit quelque chose. Pour autant, le contenu, c'est ce qui constitue le patrimoine de l'entreprise. Les entreprises et les sociétés doivent communiquer sur un ensemble de canaux, ce qui fait que ça crée un ensemble de doublons potentiels de contenu, des contenus qu'ils ont créés sans être véritablement maîtrisés sur sa diffusion. Et c'est ce qui nous amène, nous, à définir et identifier cette crise de contenu. Et lorsqu'on parle de complexité aussi, parce qu'il n'y a pas que les entreprises et les annonceurs qui créent des contenus, il y a toutes les agences qui travaillent autour, et puis ces contenus, bah, évidemment, ils sont enrichis aussi par les systèmes d'information et par les contenus existants, et donc du coup, bah, ça amène un ensemble de problèmes à la fois organisationnels et fonctionnels, et c'est ce qu'on souhaite adresser avec Pascal. Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant et on va regarder les 5 étapes, hein, les 5 étapes pour essayer de contourner cette crise du contenu avec le premier sujet qui est évidemment l'adaptation de votre état d'esprit. On parle beaucoup de mindset, hein, on l'entend. Première étape qui nous semble vraiment essentielle, Laurent, c'est évidemment adapter votre état d'esprit. On parle beaucoup de mindset, hein, puisqu'on utilise quand même pas mal de jargon et d'anglicisme dans notre métier. C'est un sujet extrêmement complexe et j'aimerais le reprendre un peu plus à un niveau plus panoramique au sein de l'entreprise parce que finalement, il reflète à la fois l'ensemble des thématiques des chantiers de la transformation digitale. Et pour moi, derrière ce changement d'état d'esprit se cachent 2 notions. Il y a à la fois la compréhension des enjeux et il y a la capacité à transformer une organisation, on va dire, pour atteindre un résultat cible différent. Donc, en fait, une capacité à se remettre en cause collectivement, individuellement. Bon, la compréhension des enjeux, c'est pas une mince affaire puisque souvent, ça doit démarrer en haut de la pyramide. On le sait, c'est au sein des comités exécutifs des entreprises que s'il n'y a pas la compréhension des enjeux profonds qui traversent le monde et parfois leur verticale, donc à la fois la technologie qui disrupte les verticaux les uns après les autres, les nouveaux usages qui ont été accentués par la pandémie, les nouveaux modèles économiques qui sont créés par l'ensemble de ces transformations, et je pourrais continuer à l'infini, on va dire pas de compréhension des enjeux, pas de volonté de changer profondément son entreprise, donc aucune chance de réussir sa transformation digitale, puisqu'en fait, cette dernière doit être portée par le comité exécutif qui est le sponsor de cette transformation. C'est à la fois un enjeu top-down et un enjeu bottom-up, parce que le mouvement doit aussi venir du terrain dans la mise en œuvre. Et puis ensuite, on l'a bien compris, la capacité à transformer une organisation, ça repose à la fois sur une capacité à mettre en œuvre cette fameuse vision et à définir un modèle de gouvernance qui va s'appliquer à l'ensemble des composants de l'entreprise qui travaillent sur ce chantier ou sur un chantier de transformation. Et ici, évidemment, on se concentre sur le contenu. Si on revient sur le sujet des contenus, c'est clair qu'aujourd'hui, on va dire que toutes les personnes qui nous écoutent auront compris, je l'espère, que l'expérience client n'a jamais été un facteur aussi différenciant pour les marques. Et il y a la nécessité de produire sur chaque interaction, on va dire, des contenus de qualité, parfois même spectaculaires, qui vont cadencer, conditionner la qualité de cette expérience. Et ça touche à la fois le B2C et le B2B. Très souvent, on nous dit on est sur du B2B, bon, on peut se permettre d'eux, on peut plus se permettre d'eux. Les frontières aujourd'hui, elles disparaissent progressivement et il reste une nécessité, c'est la création de contenu de qualité, adapté à chaque point de contact, et ces derniers ne cessent de croître, comme vous le savez. Donc, il y a des méthodologies d'aide à la transformation, c'est ce qu'on fait chez Valtech, mais finalement, Laurent, si on revient à un autre sujet du contenu, qu'est-ce que toi tu peux ajouter sur ce problématique d'état d'esprit ? C'est que tu l'as dit, aujourd'hui, les attentes et la crise du contenu, elle vient du fait que on demande aux entreprises de créer des contenus en quantité et avec de la qualité. Et pour qu'un contenu pourquoi des contenus de qualité? Parce que évidemment, c'est ce qui va permettre de se différencier, c'est ce qui va permettre de fournir des contenus très précis pour une très bonne description des offres, et que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, et plutôt que de produire des contenus qui sont
moyen entre guillemets. Et puis ensuite, le contenu, il doit s'adapter bien sûr aux différents canaux avec la volonté d'avoir une présence qui est omnicanale. Et enfin, les consommateurs, eux, ce qu'ils attendent, c'est aussi des contenus qui sont personnalisés, puisque 94% des clients disent que ils répondront mieux s'ils sont traités comme une personne et pas comme pas comme un numéro en fait. Donc c'est important pour les entreprises qu'elles comprennent ça. Et ajuster l'état d'esprit, ça veut dire aussi, bien sûr, de vouloir avoir une vision qui est de séparer le contenu du canal. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui traitent le contenu en fonction du canal qu'ils adressent, que ce soit le site web, le site e-commerce, le social, etc., qui va amener en fait beaucoup de doublons. Et du coup, dans cette organisation, l'idée, c'est, parce que ça a un vrai impact sur l'organisation, l'idée, c'est d'avoir accès en fait à un contenu qui va être central. Alors évidemment, il y aura probablement des points de friction, par exemple des personnes ou des collaborateurs qui diront oui, mais moi j'ai besoin de mon contenu en local, ou j'ai besoin de mon contenu qui est adapté pour le réseau que je souhaite mettre en œuvre. On va pas contre ça, bien au contraire, mais ce qu'on dit dans ajuster son état d'esprit et sortir le contenu du canal, c'est d'avoir déjà une source unique d'accès à l'ensemble des différents contenus qui vont être produits et d'avoir une chaîne de production qui est différente. Donc ça a un impact à la fois sur l'organisation, mais surtout ça va permettre d'accélérer par la suite dans sa diffusion et dans le contrôle aussi, bien sûr, des règles d'usage de ce contenu. On reviendra sur ce sujet après et on peut passer à notre seconde étape qui est finalement d'investir dans des solutions comme Sitecore, comme Content Hub pour rationaliser la gouvernance du contenu. Alors, si véritablement, on va se le dire, on va pas se la raconter, hein, votre ambition n'est plus seulement de créer des contenus, mais de s'assurer qu'ils soient présents au bon endroit, au bon moment, en cohérence avec les campagnes en cours, en cohérence avec les valeurs et les lignes de conduite de votre marque. Permettez-moi de vous dire que vous avez intérêt à bien vous équiper. Et nous parlons ici de technologie, de plateformes, de solutions logicielles pour des entreprises. Donc, c'est clair, les marques doivent tout d'abord s'équiper d'une solution adaptée à un cahier des charges, s'assurer d'avoir un modèle organisationnel compatible avec l'implémentation, en général quelques mois, si tout se passe bien, et l'exploitation au quotidien et à durée indéterminée, parce que le digital est bien présent pour les prochaines décennies, autant donc bien l'implémentation et l'exploitation de cette solution. Bon, l'exploitation aussi, ça passera par des formations, par un plan de communication clair des utilisateurs de la solution, en interne, et d'ailleurs pas simplement que les utilisateurs, mais aussi au sein de l'entreprise, pour en favoriser sa bonne adoption. Il n'y a rien de pire qu'un projet de transformation digitale où vous avez mis en œuvre une plateforme, une solution, et derrière, les utilisateurs, finalement, ne se mettent pas en situation de pouvoir l'utiliser au quotidien, avec la nécessité, finalement, d'avoir une montée en puissance progressive et continue. Cette dernière aussi devra également proposer une interface sur un sujet comme le DAM, en plus intuitive, ergonomique, puisque on le sait, ça va concerner différents types de profils d'utilisateurs, différentes typologies d'utilisateurs au sein d'une organisation qu'est l'entreprise, et donc plus c'est facile d'accès, mieux c'est, on va dire, pour se l'approprier et l'utiliser au quotidien. Bon, on va dire que très souvent quand même, hein, Laurent, chez nos clients, on peut parfois noter une frustration sur une technologie, mais finalement, ça naît souvent de l'incapacité à mettre en œuvre une feuille de route qui respecte ces grands principes. C'est quoi ton avis là-dessus ou ta vision côté Sitecore ? En fait, tu l'as dit, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur quel est l'outil pour créer le contenu. Et aujourd'hui, donc, on demande de créer des contenus Alors, si vous êtes dans une phase d'itération autour du contenu, ce contenu, il y a tout un processus en fait de création qui va démarrer probablement d'un fichier Word partagé. Et puis après, ce fichier Word partagé, du coup, il perd son contexte. C'est-à-dire dans quoi est-ce qu'il va être utilisé, et ça crée quelque part une frustration lorsqu'on va devoir le rentrer dans un système. Ça peut être un système CMS, ça peut être un système e-commerce ou autre, qui vous permet par la suite de le communiquer et de le sortir de votre entreprise vers le canal d'accès. Et donc nous, notre vision, c'est d'essayer de permettre en fait
plus de collaboration sur le contenu, mais également dans le contexte. Et donc d'apporter un contexte en fait qui va permettre d'avoir la possibilité de visualiser comment est-ce que ce contenu va se présenter, d'échanger, de collaborer depuis l'itération sur l'idée du contenu, à quoi ça va servir, à qui ça s'adresse, quel est le persona qu'on va cibler avec, si vous travaillez sous des systèmes de persona, et puis par la suite de pouvoir le centraliser. Et donc, de limiter un maximum la frustration parce que justement, vous avez une source unique, et cette source unique, elle va gérer à la fois des contenus éditoriaux, elle va gérer des contenus images, vidéos, 3D, etc., donc à travers le DAM, et puis elle va gérer aussi des contenus plutôt produits dans son ensemble, et c'est pour ça qu'on parle de hub de contenu. Et pourquoi? Parce que bien souvent, lorsque vous faites un lancement produit, vous partez d'une idée, vous partez d'une itération, ça amène du contenu. Ensuite, ce produit, il va être amené à être illustré, donc par une source, par une image, par quoi que ce soit. Et puis à enrichir des données marketing par la suite. Et c'est tout le challenge en fait de rationaliser sur la gouvernance du contenu et cette notion de bien s'équiper en amont pour avoir un repository unique et non pas des points de vente, enfin en tout cas des points qui sont dispersés en fonction. Tu avais raison d'ailleurs de souligner, hein, pour terminer sur cette étape, hein, on le sait, une plateforme comme Content Hub, finalement, doit avoir une connectivité naturelle avec un écosystème de plateformes. Et très souvent, l'un des partenaires, on va dire technologiques, mais pas au sens éditeur, l'un des partenaires naturels, c'est le CMS. C'est un facteur déterminant dans le choix de votre plateforme. Et on le sait, hein, la finalité d'un CMS, c'est uniquement l'interface digitale, dont le fameux point de contact, quand le DAM, lui, est beaucoup plus polyvalent et ses finalités ne sont pas limitées, comme on le verra plus tard. Donc, en quoi le DAM peut servir un CMS? En fournissant les contenus nécessaires, comme tu l'as très bien dit, notamment les médias riches, parce que ça aussi, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, les médias et les contenus qui font la différence le plus souvent, ce sont des vidéos et des visuels, mais également les adaptant au contexte de l'utilisateur selon les fameux scénarios définis, comme tu viens de le nommer. Et ça signifie finalement une variété de paramètres que tu as déjà mentionné très justement, comme par exemple la localisation ou le type de terminal utilisé. Si maintenant on avance à notre troisième étape, vers notre troisième étape de conseil, ce serait comment intégrer finalement cette production de contenu dans votre stratégie d'entreprise. Moi, personnellement, j'avoue, j'adore la notion de supply chain de contenu utilisée par Sitecore. Donc, c'est un concept qui vous est propre. Je sais que le terme peut faire bondir les non-initiés, mais c'est bien le sujet dont on parle. C'est-à-dire qu'on parle bien d'une chaîne de production complexe au sein d'une organisation avec des usines à contenu que sont les DAM et parfois même, on le sait, les PIM, et avec des flux qui sont en amont, des flux qui sont en aval et qui redescendent progressivement vers les points de contact et les consommateurs de ces fameux contenus qui sont ces fameux contenus générateurs de magie et d'expériences relationnelles durables. Et on sait que quand on parle de la migration d'actifs numériques, c'est souvent la partie la plus exigeante de ce type de projet. Et évidemment, Content Hub ne fait pas exception à la règle. Donc, on parle bien d'une collecte de tous vos actifs et non pas seulement d'une partie d'entre eux. Sinon, on a perdu la partie repository dont parlait très justement Laurent. Ça veut dire que ce sont à la fois des logiques d'import-export de vos contenus et des données de quelque façon que ce soit qui vont inclure en plus souvent des problématiques de métadonnées, des problématiques de propriété, de taxonomie, notamment de pouvoir exporter si vous avez déjà un système existant. En un mot, en fait, notre rôle, nous, en tant qu'agence, c'est de pouvoir vous accompagner sur la mise en place de cette plomberie avec cette plateforme névralgique qui est Content Hub, un entrepôt à contenu et data. C'est d'ailleurs ce que j'aime, Laurent, dans le nom de votre produit, c'est qu'il est tout. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un hub de contenu, donc on ne peut pas être plus précis, finalement, dans la définition. Ouais, dans la définition, le hub de contenu, c'est ça, c'est une chaîne d'approvisionnement en fait en contenu. Et la chaîne d'approvisionnement en contenu, bah évidemment, elle va devoir s'adapter, donc intégrer des données tierces qui sortent, par exemple, si vous travaillez sur vos produits, bah vous avez des données dans votre ERP, vous avez des données dans votre PLM, vous avez des données dans votre système d'information classique, mais ensuite derrière, nous on va récupérer ces données-là,
on va les intégrer aux assets, on va les intégrer aux données produits pour faire en sorte d'avoir par la suite une source unique d'approvisionnement de contenu. Et c'est pour ça qu'on parle un peu de la supply chain du contenu, parce que évidemment, tu as des informations qui sont en amont, tu as des informations qui sont par la suite enrichies au sein de nos propres systèmes et qui ensuite doivent s'adapter aux différents canaux. Et du coup, c'est aussi ce qui amène le concept un peu headless, évidemment, de la plateforme, parce que ça va te permettre par la suite de le consommer, même si tu es déjà équipé d'une solution. Et ça, c'est très important pour nos clients aujourd'hui. On a plein d'exemples sur, au final, ça me permet pas j'ai pas accès au contenu, donc je suis obligé de créer un doublon et un doublon et un doublon, alors que nous, notre vision, c'est plutôt d'avoir une vraie chaîne de production qui va vous permettre de collaborer par la suite et diffuser complètement agnostique en fait du canal, que ce soit un canal digital ou un canal physique. En un mot, et pour conclure sur ce sujet, bon, très clairement, on a des méthodologies pour vous aider à définir ses besoins, vos cas d'usage, définir une arborescence de taxonomie, de métadonnées, gérer des connexions avec vos applications existantes pendant la phase d'implémentation, penser au paramétrage des droits de chaque groupe d'utilisateurs, et je pourrais continuer jusqu'à au cycle de vie par canal finalement de ces contenus, comme vient de le signaler très justement Laurent. Donc on a des experts, parce que mettre en place un projet d'âme, c'est un projet bien spécifique qui peuvent vous aider à l'accompagnement de ces projets dans sa globalité et sa complexité. Si maintenant on avance à l'étape suivante, notre conseil, en effet, c'est de faire de la création de contenu un processus. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout l'enjeu de la Content Factory. Allez, je lâche le mot, ce fameux mot qu'on entend beaucoup dans les organisations, alors que certaines organisations sont capables de mettre, d'autres aimeraient mettre en place. C'est-à-dire, c'est l'organisation humaine qui se construit autour de la supply chain de contenu centralisé au sein de Content Hub. Le terme de processus est parfaitement choisi, car selon les problématiques contenues qui sont les vôtres, finalement, vous allez pouvoir créer des modèles et des concepts pour répondre à vos besoins et bénéficier aussi au maximum du produit. Parce qu'on le dit jamais assez, mais la plupart du temps, on installe et on implémente des produits, et après, quand on revient 1 ou 2 ans après, on se rend compte qu'il est utilisé au maximum à 20% ou 30% de ses capacités. Donc ici, il faut vraiment souligner les spécificités de Content Hub, qui est avant tout une solution qui prend en charge des fonctionnalités, en plus de la gestion des actifs numériques de type DAM, donc Digital Asset Management, mais pas que. Vous pouvez avoir accès à d'autres modèles de process qui sont très spécifiques à Content Hub et qui vont inclure la gestion de contenu produit, par exemple, une PCM, donc Product Content Management, ou la gestion de projet, si vous êtes en Project Management, ou la gestion de campagne, de contenu, CMP, Campaign Content Management. Donc, c'est vraiment important de dire et de souligner finalement que ces différents modules vont pouvoir vous aider à compléter l'ensemble de vos processus internes à l'entreprise. Et si certains d'entre eux sont pertinents, eh bien, il faut absolument les utiliser, les mettre en œuvre et mettre en place, on va dire, les processus, les workflows, les modèles de gestion avec les processus de validation aussi qui vont et qui sont évidemment adaptés à la culture de l'entreprise et aux experts de contenu qui travaillent sur ces sujets. Mais je pense que tu vas peut-être nous en dire un peu plus, Laurent, autour de ces différents produits dans le produit et ta vision sur la création de contenu comme un processus. Ouais, je vais déjà partir de là en fait, parce que évidemment, les annonceurs et les marques, quelles qu'elles soient, elles travaillent pas seules, elles travaillent avec des agences, elles travaillent, et t'es bien placé pour le savoir. Donc les agences qui proposent aussi des contenus et de plus en plus de contenus, tous ces processus de validation, eh bien nous notre idée c'est de le mettre dans une stratégie éditoriale en fait. Donc, c'est-à-dire de pouvoir rassembler, collecter au sein de notre outil, donc sur un module qui s'appelle donc CMP, donc Content Management Platform. L'idée, c'est vraiment de centraliser les contenus, mais de faire toute l'itération nécessaire. Donc, ça part de la planification,
du contenu, à qui est-ce qu'il va s'adresser, sur quels médias on va l'adresser, et d'avoir une source unique qui ensuite est reconsommable dans l'organisation par le local, par les personnes qui vont travailler sur un média spécifique, le social par exemple, les emails, etc., etc. Mais tous ces contenus-là vont être validés et du coup, ça va éviter les sources d'erreur. Et ces sources d'erreur, ça peut être, est-ce que j'ai les bons droits d'usage, mais ça peut être aussi que potentiellement, c'est des contenus qui ne sont pas validés par l'entreprise et donc du coup, ça met l'entreprise à risque. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur l'organisation même d'un projet, on le sait, souvent, ce qui décale des go live et des projets, c'est le contenu, c'est le manque de contenu. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que rentrer des contenus dans des systèmes, c'est compliqué, on vient de le dire. Et nous, notre idée, c'est de s'organiser, de faire intervenir aussi des acteurs qui doivent valider. Ça peut être par exemple des départements juridiques. Ça peut être par exemple des workflows initiés parce que les contenus sont ultra confidentiels avant qu'ils soient live. On retrouve souvent ça dans le luxe ou dans la pharma. Aujourd'hui, toute la campagne de vaccins qu'on a pu voir, c'est juste énorme parce que ça change complètement le modèle en fait de communication. Mais malgré tout, il y a tout un tas de règles avant qu'un contenu soit diffusable. Et donc du coup, de pouvoir le personnaliser, quelque part le partager en interne avec les interlocuteurs, les directions juridiques, les directions financières, commerciales et marketing, puisque c'est pas que un sujet marketing, le contenu, ça va toucher l'ensemble de l'entreprise. Et bien du coup, c'est ce qu'on cherche à faire avec notre module qui est du MRM, donc Marketing Resource Management, sur lequel on va pouvoir planifier et également faire intervenir en fait des sources externes. Ensuite, le DAM, je pense qu'il est plutôt bien compris en France en tout cas. Le DAM, l'intérêt du DAM, eh bien, il y a peu de débat là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'image qui engage, c'est les visuels qui engagent plus que le texte. Même si le texte il est nécessaire pour accompagner et pour expliquer, mais ces visuels-là, ils doivent être de très haute qualité et s'adapter en fonction de droits aussi d'usage. Il y a beaucoup de pertes encore sur des sociétés qui sont équipées d'un DAM, mais qui n'ont pas toute la chaîne de production à amont. Et là, du coup, le DAM, il ne fait que état de repository, mais il fait pas vraiment son rôle de travail entre des shootings photos, entre des agences qui proposent des images, etc., etc. Et du coup, on perd un peu de vue quel est le processus de création amont. Ce qui fait qu'on reçoit des emails, on reçoit encore des Dropbox, on reçoit encore des fichiers partagés, etc. Et ça n'a pas de sens quand on s'équipe d'un DAM. Et puis la point de sortie du DAM, évidemment, c'est comment est-ce que mon asset est consommé, sur quel média est-ce qu'il se trouve, quel est le format de cet asset, si vous êtes obligé de dupliquer le format de vos... Alors, ce que j'entends par asset, c'est des images, des vidéos, des sections 3D ou quoi que ce soit. Si tout cela, vous êtes amené à le retransformer par la suite, ça veut dire que vous avez un problème. Et c'est sur quoi on travaille, avec en plus l'enrichissement de données produits, puisque ce qui va accompagner, je l'ai dit précédemment, mais ce qui va accompagner en fait votre expérience client, en règle générale, c'est des images, des données marketing et du contenu de campagne. Donc c'est notre vision vis-à-vis de Content Hub. En fait, on se rend compte, pour conclure sur cette étape ou ce conseil, que finalement, tous ces outils, toutes ces plateformes sont des catalyseurs de processus qui structurent une démarche autour des contenus, et tout en laissant une grande flexibilité quand même pour s'adapter aux spécificités de votre entreprise et parfois des spécificités qui peuvent être, comme tu l'as dit, dans la santé réglementaire aussi. D'où l'idée de Content Factory que je soutiens fermement. Alors, point 5, on en a parlé. Le point 5, évidemment, c'est une dernière étape, c'est rendre vos contenus modulaires. Alors moi, sur ce point-là, et encore Laurent, je te laisserai peut-être être un peu plus spécifique. J'aimerais juste redonner un peu la big picture aux personnes qui nous écoutent. Parce que finalement, c'est le défi de toutes les marques. Le défi du contenu au sein de l'entreprise, il est vital à la fois, vous l'avez bien compris, pour créer le lien émotionnel avec vos cibles, fidéliser et enrichir les expériences de marque. Et en plus, on a le sujet de l'explosion des points de contact d'une marque. C'est-à-dire que
Maintenant, ça doit être alimenté par des contenus. Et en réalité, cette alimentation de plus en plus rapide, cadencée, dont je parlais en introduction, en fait, ça exige une forte polarisation entre une stratégie de contenu globale, qui implique à la fois de l'organisation, la fameuse Content Factory, des métriques pour mesurer et valoriser l'effort global, parce que c'est pas au niveau du poste que vous allez mesurer un ROI, des principes intangibles pour rayonner sur l'ensemble de l'écosystème de la marque, et dans le même temps, une exécution presque militaire pour redescendre à un niveau qui est ultra granulaire avec des formats ultra spécifiques. Souvenez-vous, c'est rendre vos contenus modulaires tout en respectant des codes de communication très particuliers à chacun des points de contact. Donc finalement, on se rend compte qu'entre les deux, il se pose tout un tas de problématiques, surtout dans les organisations internationales, globales, centrales, qui nécessitent des arbitrages importants. Parce qu'on le sait, finalement, on vit dans un monde qui s'est accéléré, comme indiqué au début, et ce rythme effréné, c'est aussi une nécessité de la production et de la diffusion des contenus. Pour ça, on l'a bien dit, il y a la nécessité de posséder un stack technologique, et finalement, en quoi, on va dire, Content Hub va vous aider, Laurent, à rendre vos contenus modulaires? En fait, si tu veux, c'est une organisation propre au contenu. Donc, c'est-à-dire que le contenu, comme il est déjà pré-approuvé, au final, il faut voir ça comme un petit peu comme des Lego. Donc, si le responsable de tel canal a besoin d'un contenu, il va retrouver dans sa source de contenu Content Hub, du coup, le contenu qui l'intéresse, et il va pas avoir à se poser beaucoup de questions sur sa validation, sur est-ce qu'il a le droit de le poster, oui, non, puisque tout ça va être préparé, pré-mâché et adapté en fonction du canal sur lequel on va vouloir le traiter. Ça va vous donner aussi plus de facilité lorsque vous allez rentrer dans des scénarios, par exemple, de personnalisation des contenus. Parce que la personnalisation des contenus, il y a beaucoup d'annonceurs et beaucoup de marques qui parlent de la personnalisation de contenu, mais pour personnaliser du contenu, il vous faut du contenu. Et donc, du coup, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est une réalité. Il y a un vrai coût associé à ce contenu-là. Et du coup, l'idée, c'est aussi de comprendre quel est l'engagement sur le contenu, quels sont les contenus qui ont déjà engagé que je pourrais potentiellement réutiliser à la fin de pouvoir le personnaliser, et d'avoir des données donc d'analytics sur la consommation de ces contenus. Et cette approche modulaire, on va pouvoir justement le faire de manière très granulaire au niveau du contenu en lui-même, pour dire c'est ce contenu qui engage pour telle typologie de call to action ou quoi que ce soit, parce qu'on ne crée pas des contenus pour créer des contenus, évidemment, on crée des contenus pour faire de l'engagement. Et cet engagement, il est nécessaire. Et on a beaucoup d'exemples sur lesquels, justement, cette possibilité de fournir, en fait, un bloc qui est complet, mais par la suite qui est adaptable en fonction des besoins spécifiques d'une localisation, ou en fonction des besoins spécifiques d'une marque, ou en fonction des besoins spécifiques de comment est-ce que je souhaite adresser mon client. C'est toute l'approche modulaire justement qui est associée au contenu. Et aujourd'hui, le contenu malheureusement reste le parent pauvre, parce que c'est un petit peu perçu en fin de chaîne. Et nous, notre idée, c'est plutôt de le mettre en début de chaîne, parce que c'est ça qui va aussi définir votre stratégie. Bon, très clairement, en plus, on est parti d'un scénario idéal par rapport à toutes nos étapes où on ne parlait pas, comme tu le disais, parfois, des contextes d'entreprise où en plus, il y a une absence de contenu. C'est-à-dire qu'il va falloir fabriquer, on va dire, ces assets pour ensuite, évidemment, les valoriser dans un contexte plus marketing et un contexte plus business. Eh bien, je crois qu'on approche de la fin de notre présentation. Donc, on va faire un petit message à caractère publicitaire maintenant pour terminer. Hein ? Ouais, écoute, on est aussi là pour ça. Donc, déjà, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Je pense que c'est clé. Donc, Sitecore, pour ceux qui nous connaissent pas, nous, on est éditeur de logiciels. On investit énormément sur cette approche Content Hub, parce que on croit vraiment que le contenu, c'est la clé aujourd'hui dans un esprit de digitalisation, mais surtout d'omnicanalité. Et il vous faut des sources de contenu comme on vient de l'expliquer. On a une approche très tournée vers nos partenaires, et je reste disponible avec plaisir pour pouvoir en reparler. Et puis je vais laisser Pascal s'exprimer sur Valtech.
Moi, ça va être vraiment Valtech dans la dimension partenariat avec Sidecore. C'est-à-dire qu'on est l'un des partenaires premium aujourd'hui pour implémenter la solution Sidecore Content Hub. On est aussi évidemment une agence internationale et on a fait le choix de l'internationalisation à outrance pour pouvoir accompagner des grands groupes dont la complexité de la transformation digitale est forte. Donc, on est très centré sur la transformation business. D'ailleurs, on va même un peu plus loin aujourd'hui en termes de curseur. On est là aussi souvent pour finalement rendre les entreprises autonomes. J'ai parfois l'habitude de dire chez certains de mes clients qu'on n'est pas là, on n'a pas vocation à rester. On est là aussi pour cette notion d'empowerment. Et puis, on est un partenaire global, platinum de Sidecore, avec l'une des plus grandes communautés de développeurs Sidecore au monde. Il est temps de nous séparer maintenant, de vous dire merci. Merci à toi, Laurent, pour cette prise de parole à mes côtés, à nos côtés. Donc, c'était vraiment un moment privilégié. Laurent vous l'a dit, on vous remercie. Vous pouvez donc retrouver Sidecore sur son stand pour y découvrir la solution et ils répondront absolument à toutes vos questions. Et puis, si vous voulez aussi nous parler, vous n'hésitez pas. Voilà. Merci Pascal, merci à tous et bonne fin de journée. À bientôt. Bonne matinée, bonne fin de journée, bonne année à tout le monde. Ciao. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.